Construis dès maintenant ta bibliothèque de rêve grâce à la liste des 100 incontournables, une liste 100% gratuite que j'ai construite en prépa, à HEC et en master de philosophie. Quand j'y repense, il y a peut-être 4 ans, j'étais une daube finie en géopolitique. Mais alors, une daube, je saurais même pas te dire un petit peu les principaux pays d'Europe de l'Est. C'est triste. Et ces quelques livres dont je vais vous parler aujourd'hui, en fait, ils m'ont fait passer, pas un cap, mais genre, j'ai traversé l'Atlantique, quoi. Et j'étais une vraie daube, je pense que je suis devenu moins mauvais, j'ai fait un master, j'ai publié un mémoire, etc., etc. Mais c'est surtout, ce que je voulais me dire, c'est de vous partager les bouquins qui non seulement m'ont fait passer, c'est même plus des marches, c'est des escaliers à ce moment-là, mais en plus de ça, de vous expliquer, d'en profiter pour chacun, de vous expliquer ce que moi j'appelle, dans la discipline que j'essaye de populariser, une lecture intelligente. Pourquoi est-ce que ce bouquin, en quoi est-ce que ce bouquin permet de faire une lecture intelligente ? On y va, c'est le twist de la vidéo. Je vous donne 5 bouquins de malades mentaux. Et en plus, pour chacun, je vous explique comment est-ce qu'on peut, on peut les lire intelligemment. La première masterclass, le premier bijou, mais alors, une masterclass de légende, c'est l'introduction à l'histoire des relations internationales de Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Durosel. Pourquoi ? Une histoire. Déjà, celle de Ruskin, un spécialiste d'histoire de l'art, qui était genre fan, mais genre astronomique, des peintures de la Renaissance. Vous voyez ces peintures extrêmement réalistes, où on découvre pour la première fois des peintres qui font de la perspective. On a du premier plan, du second plan, bref, on voit des peintres de génie qui donnent du réalisme, des couleurs à des épisodes historiques. Et notre ami Ruskin, qui est aujourd'hui considéré comme mais c'est pas une pointure, c'est une paire de godasses complète. En histoire de l'art, en fait, Ruskin nous disait que quand il a découvert l'histoire de l'art, il avait un penchant, un amour pour ces œuvres de la Renaissance qu'il trouvait d'une beauté presque parfaite, et il ne savait pas pourquoi est-ce qu'il leur accordait en fait ce kiff-là de se dire mais putain c'est incroyable ces trucs-là, c'est fou comme elles sont belles et comme elles sont plus belles que les autres. Et ce qu'a fait Ruskin, c'est qu'il s'est penché et a commencé à lire un manuel des techniques de peinture et de perspective de la Renaissance. Donc un mec qui avait écrit au 15e sur un architecte qui avait écrit au 15e comment est-ce qu'on faisait de la perspective en peinture pour les peintres. Et Ruskin décrit cet épisode où il s'est dit « Oh, putain, mais c'est pour ça qu'en fait, c'est ça, c'est pour ça que c'est incroyable ces peintures. » Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'a fait Ruskin, c'est un truc qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, que moi évidemment j'ai pas fait quand j'ai commencé la géopolitique, c'est de comprendre les ressorts de base d'une discipline pour en comprendre la beauté et la profondeur. Je m'explique. Le truc c'est que Ruskin, même s'il était chaud en histoire de l'art, t'as pas les concepts de base, t'as pas les enjeux avec lesquels les peintres que t'admires jouent tous les jours. Donc, précisément, tu bites pas grand-chose à ce qu'ils font. Tu regardes le résultat, tu te dis « Oh putain, les couleurs sont sympas, ok, le village a l'air sympa, la bouffe et tout ça. » Mais en fait, tu sais pas de quel ressort, de quelle discipline, tu ne vois pas la profondeur, la complexité de ce que ces gens font. Et pourtant, tu les admires. T'as le droit. Mais regardez à quel point vous allez vous admirer d'autant plus une discipline quand vous commencez à en comprendre la complexité, de par ses enjeux, ses outils, tout ce que vous voulez. Vous connaissez ce feeling. Vous regardez un sport, vous dites, franchement, ça a l'air tranquillou. Tu commences à le faire, il y a un prof de PS qui commence à t'expliquer les délires, et tu commences à te dire, ah ouais, ok, non, c'est un peu chaud. Pareil aux Jeux Olympiques. Combien de fois on regarde, je sais pas moi, des mecs qui font du tir aux flèches, et tu te dis, bon, franchement, c'est hyper tranquille. Non, mon gars, c'est hyper chaud. Mais il faut comprendre la discipline. C'est ça, précisément ça, que l'introduction à l'histoire des relations internationales je vais y arriver, de Renouvin et Durosel permet. Quand j'ai commencé la géopolitique, je me suis lancé en mode gars, vas-y, je vais aller lire des trucs de spécialistes et tout. J'étais naze et je comprenais pas grand-chose. Et en plus, le plus triste dans tout ça, c'est que je ne prenais pas autant de plaisir que ça parce que je comprenais pas les règles du jeu. C'est comme si tu regardes des mecs qui jouent au Monopoly et que t'as pas les règles. C'est peut-être sympa, ils s'amusent, ils prennent des billets, mais tu ne comprends pas le délire. Et c'est là que cet ouvrage est juste légendaire. Pourquoi ? Parce qu'il pose avec la clarté de deux pontes des relations internationales en France et même dans le monde,
les concepts et les enjeux fondamentaux. Le concept de ressources, le concept de géographie, de montagne, de relief, de relations internationales. Qu'est-ce que c'est une relation entre deux pays? Qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir? Qu'est-ce que c'est qu'un État? Qu'est-ce que c'est une armée? Et de manière extrêmement limpide, il pose les jalons. C'est un manuel d'utilisation de Monopoly en juste pas chiant et qui te permet après pour la vie de te lancer dans une discipline avec les règles du jeu. C'est ça qui va te permettre après quand tu vas lire du Védrine, quand tu vas lire du Brzezinski qu'on va voir après, du Kissinger ou n'importe quel ouvrage d'histoire où il y a finalement des histoires entre des pays, c'est là, avec ce bouquin-là notamment, que tu vas pouvoir te dire « Ah putain, mais c'est pour ça, ok, donc ça c'est ça, ah ok, et lui, tel État, il est en train de faire ça, ah mais donc Poutine, s'il fait ça, c'est aussi parce que... » C'est ça, tu vas comprendre et tu vas pouvoir jouer. Et cette richesse, c'est ce qu'on a quand on est en train de lire Renouvin et Durosel, quand on est un lecteur intelligent, c'est qu'on commence à se dire ah, ok, donc quand il parle de ça, en fait, il renvoie au concept de ressources, conflits, territoire, État, militaire. Et ah oui, mais dans militaire, il y a armée, mais il y a aussi non armée. Il y a aussi la différence entre une arme et ce qu'en fait une armée. Sur les territoires, il y a les reliefs, il y a les mers. Ah oui, mais là aussi, il y a le concept de lac, il y a le concept de viaduc. Ah, mais là aussi, il y a des ressources, il y a des mines. J'ai l'impression, enfin moi j'étais fan de jeux de stratégie quand j'étais gosse, et c'est ça le délire, c'est qu'en fait, plus tu rentres dans ce jeu, plus tu te rends compte de, des petits détails, des « Ah ouais, mais tu peux faire ça avec ça », que Renouvin et Durosel te donnent goût. C'est un peu comme ce bon prof de 75 ans qui est en fin de carrière au lycée, qui te parle de sa discipline qu'il a taffé pendant 50 piges et qu'il s'en fout du manuel de l'éducation nationale éclaté. Et lui, il y va avec ses règles, avec les trucs qu'il a captés, les petites anecdotes qu'il a kiffées, le concept qui, selon lui, explique toute l'histoire du monde. Ça, c'est un extrait, peut-être un millième de ce que peuvent faire Renouvin et Durosel quand vous allez lire ce bouquin. C'est la Bible de ceux qui veulent commencer, à mon sens, en géopolitique, en relations internationales, et même à ceux qui veulent ne pas être des billes quand t'as ton grand-père qui commence à parler de la Syrie, de l'Ukraine et du Kazakhstan. C'est ça qui est important, c'est que même si t'es une bille, mon petit gars, eh ben, t'auras les concepts qui te permettront de comprendre, même quand on te dit un fait d'actualité, un truc hyper précis. Avec ce bouquin-là, tu vas pouvoir te dire attends, bouge pas, je comprends rien à ce que tu me dis. Par contre, je sais que quand tu me parles de Kazakhstan, si t'es pas trop une bille à ce point-là, ok, on parle de territoire, mais attends, c'est où le Kazakhstan? Ah, mais c'est en Asie. Ah oui, ok, c'est en Asie centrale. C'est là où il y avait Borat. Non, je déconne, mais c'est là où t'avais... Ah, il y a d'autres pays, il y a le Kirghizistan. Ah oui, mais c'est une chaîne de montagnes à côté. Ah ouais, d'accord. Ah, et plus bas, il y a quoi? Ah ouais, ok, il y a quoi comme pays? Ah oui, ok, je vois. Ah, il y a la mer Caspienne. Ah, mais il doit y avoir du gaz. Ah, mais s'il y a de la Russie. Ah oui. Ça, pouvoir jouer, pouvoir penser. Oh, quelle richesse. Putain, est-ce qu'il y a plus belle richesse que ce qu'un livre peut t'apprendre à penser juste en te donnant les petites règles? Rien que d'y penser, franchement, je le rachèterais en double, même en triple s'il fallait. Foncez sur ce bouquin, c'est un vieux bouquin, mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures tartes à la fraise. Hein. Voilà. Bon, mesdames et messieurs, on passe à quelque chose de sérieux. Donc, je vais mettre les lunettes. Alors, là, on va attaquer une masterclass. Mais le truc, c'est que quand je vais vous dire le nom, vous allez me dire « Ah putain, il va me faire chier avec son truc ronflant de mort, là, de prof d'histoire un peu à la retraite, un peu chiant. » Le livre dont on va parler, c'est évidemment La guerre du Péloponnèse de Thucydide, et comprendre pourquoi c'est une légende. Le truc, c'est que c'est considéré comme étant la première œuvre de compréhension historique. Comment est-ce qu'a écrit Thucydide La guerre du Péloponnèse? C'est avec l'idée selon laquelle il voulait être témoin d'un élément, d'une guerre qui considère qui allait changer l'histoire, qui allait être un enjeu central. Et, à mon sens, ce que permet la lecture de la guerre du Péloponnèse, si vous la lisez bien, c'est d'ensuite de pouvoir lire de l'histoire, tout simplement. À mon sens, je n'ai jamais lu de l'histoire, enfin tous les bouquins de l'histoire que j'ai lus avant d'avoir lu ce bouquin-là, j'étais une daube. Je comprenais rien à ce que je faisais, vraiment. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que déjà, Thucydide renvoie lui-même à ce qu'est l'histoire. L'histoire au sens d'enquête, étymologiquement, ça vient de là.
Ce que je veux dire, c'est que Thucydide essaye de comprendre les causes profondes des événements qui sont en train de se jouer face à lui. Dit comme ça, c'est pas incroyable, ça fait pas bander. Je suis d'accord avec vous, le truc c'est que si c'est dit que comme ça, alors on n'en comprend pas la valeur. Maintenant, je vais vous exprimer ma lecture d'un de mes classiques, parce que j'ai fait 2 lectures de ce livre-là, l'une avant avoir lu Thucydide et l'une après avoir lu Thucydide. Ce bouquin, je vous en ai déjà parlé, c'est les origines de la France contemporaine d'Hippolyte Taine. Alors, j'adore, comme tous les jeunes bobos qui portent des cravates comme moi, se dire « Oh là là, j'aimerais bien en savoir plus sur Napoléon, la Révolution française, etc. » Et évidemment, je suis tombé sur cette masterclass d'Hippolyte Taine qui, certes, est beaucoup critiquée et qui analyse avec beaucoup de détails. C'est vraiment un gros pavé, Hippolyte Taine, c'est 1700 pages, beaucoup de détails. Et vraiment, quand on se lance dans le bouquin, on commence, mais genre, regarde, on parle de charges fiscales chez les paysans entre 1785 et 1789. Genre, t'as vraiment des pages, pendant 10 pages, où tu vas regarder des taux de variation, on va te dire... Oui, bah alors à cette époque-là, en Alsace, les paysans payaient ça sur la courge et sur... Et j'étais là en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes, mec? Genre, parle-moi de sang, parle-moi de la terreur, parle-moi des têtes coupées. J'étais un idiot. Voilà. Et je lisais, et puis après on parlait des Lumières, on parlait de philosophie. Je me disais, ah oui, bon, ça me fait un peu plus kiffer, mais qu'est-ce que ça fout là? Après, on me disait « Ah oui, mais en fait, les bourgeois éclairés et éduqués étaient un petit peu exclus de la politique parce que c'est la noblesse et le clergé qui est au pouvoir. » Ok, ça me parle, mais non, ça me parle pas du tout. En fait, je lisais, j'enchaînais les chapitres, je regardais comme un film Netflix. Comme là, en ce moment, quand je suis en train de mater les frères Menendez là, sur Netflix, j'enchaîne des épisodes, je comprends... Pourquoi est-ce que là, il fait une scène en plan séquence? Pourquoi est-ce que là, il monte les 2 personnes? Je m'en contrefiche. Je regarde pour consommer et je m'en fous. C'est ça, moi, ce que j'appelle en lecture intelligente dans mes cours, un lecteur Netflix, c'est le lecteur, ok, tu peux kiffer, va mater ton film, pas de problème. Mais si tu as envie de lire intelligemment, de lire activement, d'être impliqué dans tes lectures et d'en faire quelque chose... Eh bien, voici le twist que je te propose de faire sur un livre d'histoire. Et ce qui est très cool, c'est que tu peux l'appliquer sur n'importe quel livre d'histoire que tu as en ce moment. Tu verras que ce que je te dis, et ce que Thucydide, en fait, avant moi, te disait, c'est ça qui te permet de bien lire. Le truc, c'est qu'après, j'ai lu Thucydide. Et Thucydide, du coup, te fait comprendre qu'un historien, par essence, ce qu'il essaye de faire, c'est de toutes les manières possibles, de toutes les causes possibles, de tous les faits possibles, de trouver une méthodologie qui permet d'expliquer ce qui s'est effectivement passé. Évidemment, je me suis arrêté, je me suis dit « et si j'essayais de relire Taine comme ça ?» Et donc j'ai commencé. Et après j'ai compris que, mais en fait, quand il parle de charges fiscales, il explique à quel point on est dans une période de fermentation dans le milieu des paysans qui... petit à petit, un petit peu comme en ce moment, sans faire de référence, un petit peu comme en ce moment, on commence à avoir la gorge un peu sèche, il n'y a plus d'argent qui rentre, sauf que les agriculteurs, ils ont des fourches, ok? Que la bourgeoisie, un petit peu éclairée, éduquée, mais en fait, t'avais un tonton Rousseau, Diderot, d'Alembert, t'avais du Étienne de la Boétie qui disait, bon les gars, en vrai... quand vous êtes un peu vénère parce que le pouvoir il vous respecte pas trop, n'hésitez pas à surtout mobiliser les masses, commencez à ouvrir un peu, à ouvrir vos encriers, commencez à foutre le bordel un peu, et ça va commencer à zouker dans la capitale. Et là, je commençais à lire et je voyais ce que faisait Taine. C'est ça à quoi vous allez advenir, qui est magnifique et qu'il faut avoir. C'est comprendre le sens de ce que l'auteur est en train de faire sous vos yeux. C'est de comprendre le sens de pourquoi est-ce que quand telle série Netflix, quand un grand film essaye de faire des scènes, de vous faire des plans, de vous mettre des couleurs, de faire des enchaînements, de s'arrêter après telle phrase, d'utiliser tel mot, il le fait pour un sens. Il le fait pas pour que ce soit beau à un instant T. Et là, vous voyez en grec le télos. Vous voyez le sens profond, un peu philosophique du truc, la logique de pourquoi Taine il s'est posé un soir sur son bureau, il s'est dit ok les gars je vais raconter les origines de la France contemporaine. D'ailleurs tiens, je viens de comprendre le sens, les origines de la France contemporaine. Oui Thomas, t'as qu'à pas être trop con. C'est ça qui s'est passé. C'est là qu'avec Thucydide vous allez comprendre ce que fait un historien. Et en comprenant ce qu'il fait,
vous pourrez décoder, critiquer, comprendre, analyser sa méthodologie. Vous allez pouvoir vous dire ah mais Ten en fait il commence par la thune, après il enchaîne par les idées et ensuite il montre que quand on a pas trop de thunes et qu'en plus on a les idées de se vénère, et ben d'un seul coup pof 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 triangle des Bermudes, hop là révolution. Je facilite évidemment, je simplifie à outrance, mais je vous explique ça. Et donc à chaque chapitre, à chaque sous-partie, vous allez pouvoir vous dire ok, là il essaye de faire ça, là il mène telle enquête, on revient à l'étymologie du mot histoire, il fait telle enquête, il essaye d'utiliser tel indice pour comprendre ça. Ah mais oui, mais tel indice et tel indice. Vous devenez un lecteur Mubi, un lecteur d'une plateforme où on a du cinéma d'auteur. On essaye de biter un peu ce que le mec a fait, parce que bah oui, c'est con mec, il a mis 15 ans à écrire son bouquin. Donc certes, si tu le lis en lecture rapide, c'est idiot. Tu vas passer à côté de la beauté de la chose. Et précisément, faites ça le plus souvent. Et après, juste vous allez lire l'histoire, quoi. C'est ça, quand on comprend le truc, quand on comprend l'histoire, c'est là où on se dit d'accord, c'est pour ça qu'il fait ça. Et maintenant, c'est le kiff que je prends à chaque fois que je lis de l'histoire. Je me dis, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Ah, pourquoi il prend cette méthodologie? Ok, il fait ça pour ça. Ah, mais ouais, mais là, il aurait peut-être dû aller voir ça. Et là, je suis actif. Là, je crée un dialogue avec mon bouquin. Autrement, lecteur Netflix, lecteur qui va pioncer. Bon, je viens de me chauffer sur Thucydide. Maintenant, on va aller vers un autre pan qui va te permettre de capter l'histoire des relations internationales à travers la géopolitique. Deux disciplines proches mais différentes. Typiquement, le plan Marshall. Alors là, je sais que plein d'entre vous devez vous dire « Putain, il me ramène en première au bac d'histoire, etc. » Non, mon lustique, calme-toi. Là, on va le voir par un truc ultra stylé. Déjà, ce bouquin, je l'ai chopé comme je le chopais en fait à chaque fois, parce que quand je taffais en conseil pour les gouvernements, je me mettais du Thinkerview à balle dans les oreilles, je me faisais des 3 heures d'interview à fond, mais j'ai dû poncer Thinkerview. Bref, à la fin de chaque interview de Thinkerview, quels sont 3 livres que vous voudriez recommander? C'est la question obligatoire. Donc, si vous aimez bien Thinkerview, allez à la fin de chaque vidéo, vous allez voir des grands esprits, souvent, raconter et parler de bouquins. Déjà, rien que pour ça, c'est énorme. Moi, évidemment, je regardais Védrine, Hubert Védrine, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères, vraiment une pointure en diplomatie française, en termes de connaissances, après en termes de pratique, à chacun de critiquer. Mais tout ça pour dire que il avait conseillé le plan Marshall par Ben Steele. Ben Steele, exactement. Flashback évidemment direct à ma classe de 6e et à ma première, où le plan Marshall c'était « Oh là là, les États-Unis sont vraiment gentils, dis donc ils ont donné plein de milliards à l'Europe pour qu'elle se reconstruise. » Évidemment, j'ai pris une énorme claque, une énorme traha. Tout simplement parce que ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash quand j'ai ouvert le plan Marshall. Pourquoi? Parce que la géopolitique et l'histoire des relations internationales, lorsqu'elle est faite par des pointures, dans des beaux bouquins, alors vous comprenez qu'un tout petit événement, je veux dire, c'est pas l'arrivée sur la Lune, c'est pas la chute du mur de Berlin, c'est un gros événement quand même, le plan Marshall. Le plan Marshall, on se souvient, c'est le plan des États-Unis avec des transferts de fonds vers l'Europe pour la reconstruction post-45. Ok, prenons ce simple fait brut. Et en fait, ce que nous montre Ben Steele, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Darwin. Pourquoi je prends avec Darwin? Parce que c'est souvent éclairant de faire des analogies quand on parle de lecture intelligente. Darwin, parce que Darwin, avant de faire sa théorie de l'évolution, il croyait que l'évolution des espèces, c'était le plan divin qui faisait. C'était le grand barbu là-haut qui expliquait qu'en gros, telle espèce va devenir celle-là, nanana. Et le truc, c'est qu'un jour, peu connaissent cette anecdote, mais Darwin est parti aux Galapagos. Il est parti se faire des petites vacances à la plage, à se dorer la pilule. Bref, et ce qui s'est passé, c'est que il s'est dit, mais c'est marrant. Il étudiait genre une espèce d'oiseau, je saurais plus trop te dire laquelle, et il remarquait en fait des similarités entre des événements. Et il s'est mis à analyser ces oiseaux de cet archipel d'îles, et il a commencé à voir que leur bec était d'une certaine manière. Ah oui, mais en fait le bec, il dépendait aussi des types de fruits qu'il y avait sur les différentes îles. Bref, il comprend, en analysant un tout petit élément, on parle quand même d'une espèce de piaf aux Galapagos, qu'en fait, l'histoire complète des espèces
et conditionnés par leur environnement. Et bref, après on aura tout le schmilblick qu'on connaît. Pourquoi est-ce que je fais cette analogie ? Parce que le plan Marshall, c'est ça que ça montre en géopolitique, c'est cette capacité de revenir sur un événement, même petit, et qu'en le comprenant et en regardant les faits d'une manière totalement différente, ça te permet de comprendre la totalité de ce qui se passe par la suite, en l'occurrence des histoires outre-Atlantique, c'est-à-dire européano-états-unienne, parce que précisément, on revient sur ce plan Marshall. Et on comprend ici qu'en fait, s'ils nous filaient de la thune, c'était aussi pour qu'on achète leurs produits, et qu'il y avait des conditionnalités à ça. Et qu'en amont, la conférence de Yalta, il n'y avait pas trop les Français, il y avait Churchill, il y avait Staline et il y avait Roosevelt, mais oh là 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 là, dis donc, il n'y a pas les Français. Mais donc, qu'est-ce que ça implique pour le plan Marshall ? Ah oui, mais aussi le plan Marshall, c'est aussi de la thune donnée à des gens qui sont complètement détruits, sont complètement pauvres. Du coup, un petit peu comme les enfoirés de Bianchi actuels, on va peut-être monter un peu les taux d'intérêt, ou alors on va essayer d'exprimer, on va mettre un petit peu de conditionnalité, on va leur demander des trucs. Et c'est ça. Levez un truc que vous pensiez avoir compris, et quelqu'un qui vous dit « Ah mon gars, non, ça s'est pas trop passé comme ça ». Et pour vous dire, le plan Marshall de Ben Steele, on a quand même Alan Greenspan, qui était l'ancien président de la Fed, qui dit « C'est un livre d'histoire diplomatique pertinent et remarquablement bien écrit ». On a des dirigeants et des experts du monde entier du plan Marshall qui ont participé à l'écriture de ce bouquin et qui permet ceci. Il permet à un lecteur intelligent de comprendre qu'un fait peut être analysé par un faisceau de faits, un faisceau de causes, on revient à Thucydide, et que ce faisant, ce faisceau de causes, si vous êtes face à un livre qui a été bien construit, peut vous permettre de comprendre la réalité d'une toute autre manière, beaucoup plus éclairante. Bon, maintenant, je vais vous lâcher une masterclass que moi j'avais lue il y a quelques années déjà, qui m'avait passionné, qui m'avait fait rentrer dans l'histoire et dans les relations internationales à travers la biographie. C'est pour ça qu'après, je suis allé me bouffer tout de Max Gallo. Cette biographie, c'est évidemment le Napoléon III de Pierre Milza. Pourquoi ça ? Déjà, Pierre Milza, une masterclass, un des plus grands historiens français à mon sens au XXe siècle. Deuxième, tout simplement parce que ça crée en tant que lecteur intelligent un processus que moi, je ne fais que de partager dans cette discipline, à savoir l'investissement émotionnel. Vous ne lisez pas un livre de la même manière quand ce livre vous touche ou s'il ne vous touche pas. Précisément, Pierre Milza ici, sur Napoléon III, s'offre à un exercice de réhabilitation historique. Napoléon III, par rapport à Napoléon, a souvent été vu comme un énorme échec, un gros loser de l'histoire française qui a fait que de la bip, vraiment que des trucs nazes, et dont beaucoup des historiens avaient un petit peu passé au-dessus en mode putain, c'est vrai que le Napoléon III, il est c'est un peu une brêle quand même, on va pas trop en parler, etc. Le truc, c'est que Pierre Milza, évidemment, comme grand penseur, comme grand historien, décide à se lancer dessus. Et en voyant ce bouquin, non seulement on a une réhabilitation, mais on a aussi, en tant que lecteur, un processus d'identification. On s'identifie parce qu'on lit avec les détails le jour, le quotidien de Napoléon III, à ses yeux, en comprenant le contexte non seulement de la politique intérieure, mais de la politique extérieure de la France. Donc intérieure, on a les chemins de fer et Haussmann qui veut retaper tout Paris. Et en politique extérieure, avec la guerre de Crimée, le Mexique, etc. Bref, on se replonge dans la géopolitique du 19e. Et ce qui est absolument énorme, c'est que donc, si vous le lisez en vous disant « Ah putain, ce mec, on l'a détesté, on l'a conchié pendant des siècles dans l'histoire de France, alors que si on le voit de ce plan-là, moi, Tommy, je me disais, moi, Thomas, quand je lisais ce truc-là, je me mettais à sa place et je me disais, putain, mais, ok, donc là, la France, elle a tel pouvoir, elle a telle armée, ok, là, on a telle richesse, il y a ça qui est en train de se passer, il y a les Anglais, il y a les roast beef qui sont en train de passer par là, ensuite, il y a les Italiens qui sont en train de passer par là, les Allemands, commencent à être bien chauds, ok, mais là, du coup, j'aurais fait quoi ? Ah ouais, donc lui, il a décidé d'aller là. Ça, c'est de la lecture intelligente. Ça, c'est de la lecture qui s'investit. Non seulement on regarde quelqu'un en train de vivre, mais on se met à sa place. On vit les choses à sa place et on essaye de prendre les décisions qu'il a prises à sa place. De facto, on comprend beaucoup plus l'histoire, le poids des choses et des décisions, et surtout, on comprend que Napoléon III n'était pas
juste le beau penseur, le beau parleur et le mec qui a fait un coup d'état raté, mais aussi quelqu'un qui avait une vision pour l'Europe, aussi quelqu'un qui avait une ambition pour la France, des ambitions libérales, des ambitions industrielles, etc., etc. Et de facto, on revient, encore une fois, de base à Thucydide, mais surtout cette fois-ci, vous allez lire l'histoire en vivant l'histoire. C'est ça qu'on veut faire, c'est ça qui est magnifique dans Napoléon III, et que peut-être que vous retrouverez très rarement ailleurs dans d'autres biographies. C'est pour ça, foncez sur le Napoléon III de Pierre Milza. Et on termine par... Bref, j'aurais pas de qualificatif. Moi, je l'appelle le distributeur de bave géopolitique. Pourquoi ? Parce que Zbigniew Brzezinski, qui était le directeur de la politique étrangère sous Carter, de mémoire, si je dis pas de conneries, je dois en dire, donc vous allez m'insulter en commentaire, eh ben, dans le grand échiquier, il vous permet de faire une lecture que moi j'appelle créatrice. Zbigniew Brzezinski à l'œuvre, sous vos yeux, un petit peu comme, je sais pas moi, ces peintres à Montmartre qui sont en train de vous dessiner votre tronche façon cubiste sous vos yeux comme ça en 20 minutes. Brzezinski, lui, il fait de la géopolitique sous vos yeux. Pourquoi ? Parce qu'il part de faits. Il donne sa vision globale, notamment de tout ce qui est Eurasie, à la croisée de l'Europe et l'Asie. Voilà. Et il va le faire en partant de faits que vous et moi avons. C'est ça, je trouve, le bijou de Brzezinski, c'est que c'est un bijou de pensée, de lecture qui crée à partir de faits. On crée une pensée à partir des faits. Et précisément, vous allez pouvoir faire la même chose après une lecture intelligente du grand échiquier de Zbigniew Brzezinski. Pourquoi ? Il parle du principe que qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde. Un petit peu ce qu'il appelle le Heartland, c'est-à-dire le cœur de l'Eurasie, à savoir la région d'Asie centrale, Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, tout le tralala en. Et l'idée, c'est que Brzezinski part de ce principe très très simple que, en fait, la géopolitique, c'est d'abord et avant tout une histoire de géographie. Bon, jusque-là, on n'a pas Félix. Mais en poussant cette idée, il applique et il montre des faits qui te permettent après de te dire « Ah !» Typiquement, moi, quand j'avais lu le Grand Échiquier, je m'étais dit, pendant cette lecture, je me disais, putain, c'est marrant, c'est vrai que s'il parle de Heartland, donc Afghanistan, Kazakhstan, etc., c'est quand même pas des pays qu'on entend souvent d'un point de vue géopolitique dans l'actualité. Pourtant, bon, aujourd'hui, c'est assez flagrant. Quiconque suit un peu l'Ukraine, la Russie, suit aussi un peu les interactions, les fuites des citoyens russes dans les régions d'Asie centrale. On a aussi beaucoup de projets pétroliers, gaziers, etc., miniers qui sont en train de se faire en Asie centrale. Et surtout, je sais pas moi, si on remonte un petit peu et qu'on va en 2001, on se dit, mais pourquoi les Américains, qu'est-ce qu'ils vont foutre en Afghanistan ? Typiquement, question que je me posais à l'époque quand je bitais rien à la géopolitique. Et j'avais bien raison parce qu'il faut poser des questions bêtes. Et précisément, j'avais lu le Grand Échiquier et je me disais, bah oui, c'est vrai que Zbigniew Brzezinski nous dit, c'est quand même là que ça chauffe, c'est là que ça se passe. Et puis tu te dis, donc c'est les États-Unis qui vont traverser quand même tout le territoire par l'Atlantique, par l'Europe. Ils passent pas évidemment par la Chine et la Russie, c'est assez logique, par le Pacifique. Pourquoi est-ce qu'ils vont en Afghanistan ? Eh ben parce que l'Afghanistan, typiquement, on sait qu'en même temps, on a la Chine qui lance depuis les années 90, la fin des années 90, ses projets des routes de la soie. Donc ce projet d'expansion un petit peu commercial, politique, stratégique vers toute cette région-là et qui va faire un espèce de cercle autour du Heartland et par lequel le Heartland est l'élément central. Qui on a aussi, il y a les tontons Ruskov qui sont juste au-dessus de l'Afghanistan et qui sont un petit peu en guerre quand même contre les États-Unis et qui permettrait donc, de facto, puisque les États-Unis essayent de contrôler en tout cas l'Afghanistan, d'essayer de limiter l'expansionnisme russe. Et en même temps, d'essayer de limiter aussi l'expansionnisme chinois. Vu comme ça, c'est un autre délire, c'est une autre histoire. C'est pas juste les Américains qui, en bons sauveurs, vont se pointer en Afghanistan pour se dire « Oh là là, les femmes voilées, les gars, faut arrêter, faut se calmer. » Et non, ça se passe pas comme ça, c'est pas que ça la géopolitique, c'est aussi un peu de ça, mais précisément, Brzezinski nous fait ça, avant même de nous parler des éléments géopolitiques, des faits géopolitiques qui vont se passer ensuite. Et c'est là que ça vous permet en tant que lecteur d'être créateur de votre propre pensée. Vous allez voir un mec qui va partir de faits que vous avez et que vous partagez avec lui, sauf que lui,
puisque c'est un monstre, une machine de guerre, il va vous montrer comment, de fait, on passe à une espèce de pensée, à une espèce de théorie qui, encore aujourd'hui, je trouve, se vérifie tous les jours, d'autant plus même aujourd'hui qu'à l'époque, et qui précisément, avec l'expérience d'un mec qui a géré la politique étrangère des États-Unis pendant une certaine période, sous Carter, vous donne un petit peu cette espèce d'expérience là, de grand-père, de prof là, de mec qui a du bagou sur ce qu'il te fait et qui commence à te parler de pays et te dit ouais mais mon gars là tu crois que la Grande-Bretagne elle fait ça, ouais mais mon pote il y a aussi la France à ce moment-là et l'Allemagne, ah bah là regarde t'as qui là, hop, et tu sais t'es là en mode hop, ah bah oui putain, ah oui j'avais oublié ça, tac 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 tac, t'as l'impression que c'est ton prof de maths qui t'explique Pythagore et qui t'explique que mon gars quoi que tu fasses, le carré de l'hypoténuse, ça vaut le carré de la somme des deux autres côtés. Et donc tu te dis, c'est juste génial. C'est juste génial. Je suis en train de comprendre comment je peux créer, comment je peux penser avec ce que je suis en train de lire. Comment je peux appliquer ce que je lis à la réalité. Y a-t-il plus beau que ça? Je ne pense pas. Et pour 8 ou 9 balles, c'est même pas bon marché, c'est l'affaire du siècle. Allez vous acheter ce petit jackpot, allez faire ce braquage à votre librairie du coin, et je vous souhaite de très belles lectures.